Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le mal et le bien, c'est des valeurs qui dépassent les perceptions humaines? Est-ce qu'il y a des êtres fondamentalement bons et d'autres fondamentalement mauvais? Est-ce que le paradis et l'enfer, c'est des univers parallèles au-delà de la vie? Ou est-ce que c'est juste l'existence incarnée sur la Terre qu'on projetterait dans l'imaginaire? Est-ce que l'être humain doit encore se multiplier et régner sur le monde? Est-ce qu'on a un destin prédéterminé? Est-ce que c'est le plus fort d'entre nous qui doit gouverner? Toutes ces questions-là, eh bien, dans cet épisode, je vais vous expliquer le système de pensée qui fait qu'on se les pose. Bonjour, je suis Alexandra Folly et vous écoutez La Folle Théorie. Donc, je vous ramène mon petit nez enrhumé de l'épisode 11 d'il y a 7 mois, fait que je suis désolée pour ça. J'ai pris du retard beaucoup sur La Folle Théorie, sur l'enregistrement des épisodes, donc j'avais enregistré comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à visiter le site internet de lafollethéorie.com pour lire la transcription du podcast et bénéficier des tableaux et des illustrations pour mieux intégrer la théorie. Après avoir décrit ce que sont les systèmes dans les 3 épisodes précédents, nous voici enfin rendus à la description spécifique des différents systèmes de pensée et de croyances. Vous allez voir comment l'analyse sémantique qu'on a faite depuis le début du podcast explique les différentes façons de penser, comment les discernements des phénomènes à différents nombres de dimensions façonnent les croyances spirituelles et aussi les tendances politiques. Vous allez mieux voir comment la théorie fonctionne. Ça va devenir même assez flagrant, je pense, rendu où nous en sommes. Je vous rappelle que chaque système de pensée dont il va être question dans cet épisode-là et les suivants, c'est comme les 3 couleurs primaires de la pensée. Il y a aussi 3 grands systèmes primaires de pensée et chacun de ces systèmes-là est une composante élémentaire qui façonne l'ensemble des nuances de notre perception et de notre logique. Ce que je vais faire dans cet épisode-là et dans les 2 suivants, c'est de vous présenter chaque système sans le nuancer. Et après ça, on va s'amuser à les mélanger pour obtenir des nuances de mentalité. Bienvenue dans l'épisode 16 de La Folle Théorie qui s'intitule « Le système du bon, l'instinct et la matière ». Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, un centre de discernement, ça correspond à un système de pensée élémentaire et un système, ça correspond à un ensemble à 7 dimensions. On a vu que la perception directe des phénomènes via les intelligences de discernement, ça va seulement de 1 à 6 dimensions et que pour obtenir des perceptions à cette dimension, il faut combiner des discernements spatiaux avec des discernements temporels et ça donne des discernements indirects. Il y a 3 voies logiques principales pour ça. Donc, 3 grands systèmes de pensée et une des 3 possibilités, c'est de combiner des phénomènes à 3 dimensions avec des phénomènes à 4 dimensions. On a déjà fait l'analyse sémantique des phénomènes à 3 dimensions dans l'épisode 6 et des phénomènes à 4 dimensions dans l'épisode 7 et 8 de La Folle Théorie. Donc, je vous invite à écouter ou à réécouter ces épisodes-là si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur ces phénomènes-là qu'on va combiner maintenant. La 3D et la 4D, c'est en fait la voie à laquelle on est le plus habitué dans nos représentations parce que c'est comme ça qu'on perçoit le monde concret, à travers des aspects manifestes à 3 dimensions d'espace, plus des aspects dynamiques à 4 dimensions, qui est la ligne temporelle qu'on connaît. Ça, la 3D avec le temps linéaire, c'est en d'autres mots la conception conventionnelle qu'on fait de notre cosmos, c'est-à-dire en utilisant un langage concret basé sur des observations matérielles. Les phénomènes à 3 dimensions dans le domaine physique, c'est de la matière qui se manifeste sous la forme de substances et de corps, donc ça donne des êtres et des objets. Dans le langage, les êtres et les objets, on les désigne au moyen de noms, que ce soit des noms communs ou des noms propres, et ces noms-là, ils peuvent avoir des fonctions de sujet ou d'objet grammaticaux, et donc, dans le domaine abstrait, la 3D, c'est des substantifs, c'est des entités qu'on identifie à travers le discernement de leur configuration. Et les configurations, dans un sens plus général, c'est les choses dont on parle. Et dans le domaine psychologique, pour parler de configuration psychique 3D, on emploie le mot caractère.
Maintenant, concernant les phénomènes à 4 dimensions, on ajoute une ligne de temps, c'est le temps linéaire qu'on connaît. C'est comment les entités à 3 dimensions évoluent selon un temps à une dimension. Donc, le domaine physique, c'est les forces qui s'exercent sur les corps et c'est ces mêmes forces-là donc qui produisent aussi les événements. Et dans le langage, on décrit les événements qui sont déterminés par des verbes à l'indicatif. Oui! Quand on perçoit le monde en 3D et en 4D, on est à l'échelle de la matière. Alors, ça consiste essentiellement à identifier les entités matérielles 3D qui, pour pouvoir agir dans cet univers-là, doivent exercer des forces. Et ça, c'est la 4D. La 3D, c'est l'aspect manifeste spatial. La 4D, c'est l'aspect opératoire et dynamique temporel. Et donc, quand l'existence, c'est une affaire de matière, ça a un rapport direct avec la vie incarnée. C'est finalement les perceptions qui permettent en premier lieu au corps de survivre. Il s'agit de se déplacer pour se nourrir, d'éviter les dangers et de reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour nous maintenir en vie. En fait, quand on y pense, c'est des perceptions qui sont omniprésentes au quotidien et ça génère des comportements auxquels on ne prête même plus attention vraiment, là, parce qu'ils sont tellement banals. Mais sans ces discernements-là, si on n'avait pas quelque chose dans le cerveau qui nous dit d'éviter le danger, on aurait l'occasion de mourir tous les jours, chaque fois qu'on doit traverser la rue, pour donner un exemple. Cette approche concrète-là de l'existence, c'est ce qui façonne l'instinct. Ça permet de juger rapidement ce qui est favorable ou défavorable à la perpétuation de la vie incarnée et par extension à notre bien-être, à notre puissance d'action, à la production et à la reproduction. Ça concerne aussi le fait de fuir, de se défendre ou d'attaquer. Donc, à l'échelle concrète de la matière, les notions de positif et de négatif, elles sont considérées en rapport avec l'instinct, et elles sont alors exprimées dans les champs lexicaux du bien et du mal. Ça donne bon et mauvais, bienfaisant et maléfique, bénéfique et nocif, sûr et dangereux, profitable et funeste. C'est pourquoi ce centre de discernement-là, la 3D par 4D, on l'a appelé le bon. Il inclut aussi son contraire, donc le bon, ça concerne aussi le mauvais. Même si le champ lexical du bon et du mauvais déborde largement de ce cadre-là, ce champ-là s'ancre d'abord dans la matière et la condition matérielle. On va dire des choses comme la nourriture, elle est bonne ou mauvaise, ou on est en bonne santé ou en mauvaise santé, ou qu'un objet est en bon état ou en mauvais état. Et selon les critères du bien-être et du confort, qui est originellement ancré dans la condition matérielle et la sécurité, alors on va dire des choses comme une personne nous a fait du bien ou du mal, ou on a fait des bonnes ou des mauvaises affaires, pour donner des exemples. On a vu que la perception de la 4D, qui est l'aspect dynamique à l'échelle de la matière, c'est plus large que juste des forces qui s'exercent et qui produisent des événements, parce que l'impact des forces en activité, ça conditionne aussi l'état des êtres et des objets qui les exercent, ces forces-là, ou qui les subissent. Et la portée de ces forces-là, elle génère un écho qui constitue le statut et la réputation des êtres et des objets. Finalement, dans le discernement 4D, il y a la notion de puissance et de rapport de force qui se traduit dans le langage par le verbe avoir et qui correspond aux actifs, aux possessions, à l'autorité et à la hiérarchie. Donc, il y a l'activité, ça c'est le faire, et il y a les actifs, ça c'est l'avoir. C'est clair que les actifs, c'est-à-dire les forces et les choses auxquelles on a accès, ça influence aussi énormément notre survie, notre bien-être matériel. Et les actifs, donc les choses qu'on a, ça inclut les possessions. Et les possessions, dans le monde des humains, ça s'échange souvent au moyen de la monnaie. Alors, la 4D, ça concerne aussi la perception de l'argent. C'est l'intelligence de discernement qui permet de comprendre comment agir pour échanger des choses, pour perpétuer la vie et accéder au bien-être. Et parmi ces choses qu'on échange, il y a la monnaie qui est une fiction à laquelle les humains adhèrent massivement, comme Yuval Noah Harari l'explique très bien dans son best-seller « Sapiens, une brève histoire de l'humanité ». Alors, faisons un peu le point sur le vocabulaire perceptif du bon. On a de la matière, des substances, des êtres et des objets, des sujets, des choses, des noms,
Le caractère, les configurations, la vie, la survie, l'instinct, la reproduction, les forces, les verbes, l'action, le comportement, le faire, l'état, la condition, le statut, la réputation, la puissance, l'autorité, l'avoir, la possession, la production, l'argent, la hiérarchie, le bon, le mauvais, le bien, le mal, la sécurité, le danger, la défense. Tout ça, vous voyez que ça forme les ingrédients d'un système de pensée, non? On a vu qu'au sein d'un système de pensée, eh bien, les intentions et la compréhension sont deux choses qui sont corrélées et que les deux enchevêtrés, ça nous donne des croyances. Donc, une croyance, c'est une compréhension-intention. Les phénomènes qu'on discerne, eh bien, c'est les supports et les ancrages de nos valeurs et de nos intentions. Et réciproquement, nos valeurs et nos intentions constituent des logiques qui influencent nos interprétations et qui filtrent donc les phénomènes qu'on va discerner. Avec le vocabulaire perceptif que je viens d'énumérer, vous comprenez aisément que les intentions et les valeurs du bon sont matérialistes, et c'est logique puisqu'on parle de la perception qui est à l'échelle physique de la matière. Ça, il faut faire attention parce que ça ne signifie pas pour autant que la mentalité du bon est purement instinctive et dépourvue de morale ou de rationalité. Ça signifie plutôt qu'il y a une morale dans le bon et que son système de valeurs est articulé autour de la reconnaissance des phénomènes concrets de l'existence, c'est-à-dire la perpétuation de la vie incarnée, la production, l'abondance, le confort, la propriété, les accomplissements, la hiérarchie, l'autorité et la sécurité. Le bon prend son parti de la matérialité. Il considère que l'accomplissement humain réside dans la concrétisation et l'incarnation. Pour le bon, l'être incarné doit prendre soin de la santé, il doit cultiver la grâce, la propreté, le charme et la capacité d'action pour augmenter le charisme et la puissance qui mènent à allonger et à perpétuer la vie. Pour bien être et jouir de l'existence matérielle, il convient de reconnaître les caractères, de cultiver l'ordre entre les gens et les choses, de créer et d'entretenir un environnement confortable et chaleureux, à commencer par son propre foyer. Le monde qui nous est donné est fait de matière et le bon sens pour le bon, c'est d'en disposer et l'idéal pour lui, c'est de le rendre magnifique et généreux. Toutes ces valeurs-là sont incarnées dans l'être disposant de la puissance dont la vertu consiste à œuvrer à l'abondance et à la prospérité. Comme la force 4D, elle est incarnée dans l'entité individuelle 3D, la priorité, c'est de prendre d'abord soin de soi, puis ensuite de prendre soin de la famille qui est directement liée à la perpétuation de la vie incarnée, puis finalement par extension, on doit prendre soin de la communauté et de la nation en fonction de sa puissance. Dans le système de pensée du bon, la hiérarchie au sein d'un groupe, ça permet à chacun de trouver sa place dans la communauté selon l'ordre qui se met en place naturellement par l'exercice des forces. Pour être vertueux, le fort doit prendre soin du faible. L'adjectif « bon », c'est synonyme de généreux, à la fois dans l'être de chair et dans le comportement. Plus on est fort, plus on doit agrandir le cercle de l'exercice de son pouvoir. À grand pouvoir, grande responsabilité. La notion de mérite, elle est importante dans les valeurs du bon, puisque chacun peut et doit mettre à profit la force dont il dispose en agissant pour améliorer sa condition matérielle et son statut. On récolte ce que l'on sème, c'est la logique du bon. Maintenant, on va voir à quel type de croyance spirituelle mène le système de pensée du bon. Là, quand je parle de croyance spirituelle, ce que je veux dire, c'est que c'est par quelle voie on parvient à se représenter un ordre cosmique qui va englober et qui va expliquer l'existence du monde. On entre donc dans la fiction cognitive, on crée une représentation qui est transcendante, c'est-à-dire qu'on attribue au monde une valeur subjective qui va au-delà de ce qu'on perçoit à travers nos sens. Maintenant, imaginez juste un instant que votre seul vocabulaire perceptif, c'est le vocabulaire du bon, OK? Ça signifie que vous ne pourriez vous représenter et donc vous imaginer que des phénomènes à 3 et à 4 dimensions.
Donc, c'est des êtres, des choses, des activités, des états, des statuts, des possessions, tout ça. Parce que c'est ça qui est discerné dans ce système de pensée-là, c'est ces discernements-là qu'on utilise, fait que c'est ça qu'on voit. Mais en pratique, je vous le dis tout de suite, là, personne ne perçoit qu'à une seule échelle de perception parce que c'est impossible. Vous allez d'ailleurs là, découvrir pourquoi un tout petit peu plus tard. Donc, comme je disais, si vous percevez seulement à travers le centre du bon, pour vous représenter une perception transcendante, vous ne disposez que du vocabulaire perceptif à 3 et 4 dimensions. Alors, pour cette raison-là, tout ce qui dépasse et explique l'existence et le cosmos, ça ne peut prendre que des formes incarnées dans des corps 3D, des corps animés par des forces 4D. Aussi, là, ce que le centre du bon permet de discerner nettement à travers les forces 4D, c'est la notion de hiérarchie. Le plus fort commande au plus faible. Et donc, ça, spirituellement, ça mène à imaginer qu'au-delà de l'humain, il existe des êtres plus forts et plus puissants que l'être humain. Et comme l'humain est mortel, eh bien, un aspect transcendant de ces êtres supérieurs-là, c'est souvent qu'ils sont immortels, que ce sont ces êtres immortels qui ont créé d'ailleurs le monde matériel et qu'ils en disposent. Et donc, logiquement, ils ont un statut supérieur à l'humain, et généralement, ils vivent dans des mondes parallèles aux paysages grandioses. Là, je parle d'êtres supérieurs, mais il peut aussi s'agir d'objets comme des totems ou des outils divins. Pensez par exemple aux attributs des dieux comme le marteau de Thor ou à des reliques sacrées comme le Saint Graal. Saint Graal, le Graal. Google, comment tu dis ça? Saint Graal. Saint Graal. Ah, Saint Graal. Une autre chose que le bon perçoit nettement, on a vu que c'est les notions de bien et de mal. Donc, généralement, dans les croyances spirituelles du bon, il y a des êtres et des objets puissamment bénéfiques qui vivent généralement là, dans les cieux, et d'autres êtres qui sont profondément maléfiques et qui vivent dans les enfers sous terre. Ce qui est intéressant, c'est que l'humain, lui, il est placé sur la terre au milieu, au croisement entre le bien et le mal, dans une tragédie liée à sa condition de mortel. Le temps déterministe de la matière le contraint à faire des choix dans sa courte vie, qu'il l'élève ou le rabaisse et détermine son statut ainsi que son sort. Quand la représentation spirituelle elle est incarnée dans des corps, le divin, lui, il se manifeste dans des êtres comme des dieux. Comme des anges ou des démons, des bêtes fantastiques, des hybrides humains et animaux, ou même là, des objets qui possèdent des pouvoirs dont ne dispose pas le commun des mortels. Et ces entités-là, elles vivent des épopées, des drames à leur mesure, qui donnent lieu à des mythes qui inspirent l'humain, comme c'est le cas dans toutes les mythologies. L'humain, lui, il peut quand même espérer changer de statut et de condition et accéder à la vie éternelle lorsqu'il accomplit lui aussi des actes grandioses ou qu'il respecte l'autorité divine, comme par exemple les saints dans la religion catholique ou Hercule et Ulysse dans la mythologie grecque. La volonté de Dieu ou des dieux étant également supérieure, elle est impénétrable pour les humains qui doivent vivre au gré de leurs caprices et laisser à ces êtres supérieurs-là le privilège de connaître le sens de l'existence. Et comme une personne qui perçoit dans le bon a le sens de la hiérarchie, eh bien, elle a tendance à se soumettre à l'autorité des êtres qu'elle considère plus puissantes qu'elle et à ressentir une profonde révérence à leur endroit. Alors, ces spiritualités incarnées-là, elles donnent finalement lieu à des représentations qui ressemblent logiquement beaucoup au monde matériel et aux sociétés humaines, et elles en sont d'ailleurs des formes d'extension imaginaire. La phrase « Dieu a fait l'homme à son image », eh bien, elle exprime très bien cette conception-là incarnée du divin, et c'est un peu aussi l'endroit où l'humain tente de s'élever en s'inspirant d'êtres supérieurs à lui, qu'ils soient réels ou imaginaires. Beaucoup de récits fondateurs de religions importantes fonctionnent selon les représentations du bon avec des êtres mythiques vivant des aventures épiques pour protéger leur communauté en danger. Et c'est normal que ces religions-là aient connu de grands succès, justement parce que leur système de représentation est proche du monde concret et de l'existence humaine. Et donc, les valeurs matérialistes sont faciles à comprendre.
Par exemple, là, les notions de bien et de mal sont profondément ancrées dans ce qui favorise ou empêche la perpétuation de l'existence incarnée. Ça mène à des positions morales claires et des choix éthiques aussi relativement simples à établir. Même là, à notre époque, on retrouve aussi ces systèmes-là de croyances et de valeurs dans les histoires de super-héros, c'est-à-dire des êtres mutants qui ne sont plus tout à fait humains et que leur super-pouvoir mène à prendre position dans la lutte entre le bien et le mal. Donc, vous voyez, là, ça aussi, c'est très représentatif du système du bon. Les 3 grands systèmes de pensée, et notamment celui du bon, que je suis en train de vous décrire, c'est des approches globales des choses de la vie. Je vous rappelle que les structures du langage de l'espace-temps sont les mêmes dans le domaine physique que dans le domaine psychique. Donc, tous nos champs cognitifs sont teintés des 3 différentes approches, celle concrète, celle apparente et celle abstraite de la réalité. Finalement, c'est pas juste des affaires de croyances spirituelles parce qu'en fait, les valeurs et les intentions qui se manifestent dans les perceptions sur le cosmos et l'existence, elles alimentent et animent aussi les tendances politiques qui sont aussi des croyances. Et même s'il peut y avoir des décalages et des dissonances, là, voire même des contradictions entre les croyances spirituelles et politiques, la plupart du temps, les deux sont corrélés. On a vu que les valeurs du bon, elles sont incarnées dans l'être et la puissance dont il dispose. Ça, là, c'est valable pour les croyances spirituelles avec la foi dans des représentations où le divin il est incarné dans une ou plusieurs entités puissantes. Et c'est valable aussi en termes politiques, où le bon a tendance à penser que le pouvoir et l'autorité doivent être incarnés par des individus forts qui guident le peuple qui est perçu comme une grande famille. Maintenant, reprenons un peu le vocabulaire perceptif des phénomènes 3D, 4D qui forment la logique du centre du discernement du bon. L'être de caractère, il agit, il fait, il produit, il possède, il assure la sécurité des siens. Il survit, il prospère, il se reproduit, il œuvre à l'abondance et à l'expansion des siens. Les plus forts et les plus charismatiques font autorité. Ils commandent. Ils établissent et garantissent l'ordre dans une perception claire de la hiérarchie. La foi dans l'être puissant s'amène à valoriser la propriété, l'entreprise privée et l'action individuelle. Ça valorise les gens avec du statut, des possessions importantes et de la poigne dans l'action. Vous voyez là maintenant comment, quand on considère le monde à l'échelle de la matière, à travers le centre de discernement du bon, le vocabulaire des phénomènes 3D et 4D, ça mène tout droit à une sensibilité politique conservatrice, donc à une mentalité qu'on dit de droite. À travers là, la perception de la matière, le bon incarne l'enracinement. Il s'ancre dans des valeurs morales et souvent dans des biens hérités du passé qui sont producteurs d'ordre et d'autorité, de repères statutaires et de forces de concrétisation. Ce sens-là de l'action concrète, ça mène à des modèles politiques qui sont centrés sur le pouvoir exécutif. Être conservateur, c'est être enraciné dans les héritages passés. Et dans nos sociétés modernes occidentales humanistes, les valeurs repères de l'ancien ordre monothéiste donnent lieu au conservatisme capitaliste et républicain autour de l'attachement à la famille et à la patrie, un État emblématique garant de l'ordre et à une économie productiviste axée sur l'abondance de biens, l'entreprise privée, la productivité, la croissance et le capital. Comme vous le savez, le temps à l'échelle de la matière, il y a juste une dimension. Je sais que ça paraît évident que le temps a juste une dimension, mais je vous rappelle qu'à l'échelle quantique, les particules peuvent être à plusieurs endroits et dans plusieurs états à la fois, dans certaines probabilités. Donc, leur comportement suit plusieurs chemins, plusieurs lignes dans le cours des choses, et l'interprétation de la folle théorie, c'est qu'il y a aussi plusieurs dimensions de temps. Mais bon, ça c'est l'échelle quantique. Et si on revient à nos moutons, c'est-à-dire dans le temps linéaire de la 4D, de l'échelle des corps matériels 3D, ça correspond à l'idée qu'il n'y a qu'une seule voie possible dans le cours des événements, comme dans l'expression célèbre d'Einstein, Dieu ne joue pas au dé. Et ça, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le déterminisme. Il n'y a pas de hasard. Ça mène à la croyance dans le destin, puisque le futur est déjà déterminé dans le présent, c'est-à-dire par l'enchaînement inéluctable des causes et des effets.
Quand on parle de bon sens pour désigner la capacité de faire des jugements et des choix éclairés, eh bien, l'usage du mot « bon » n'est pas anodin. Le champ sémantique de cet adjectif-là, eh bien, il est ancré dans l'échelle de la matière et il est révélateur d'une façon de penser déterministe où il existe une seule voie et par extension aussi une seule façon valable ou optimale de penser et d'agir. Cette façon-là de penser a d'ailleurs d'autres conséquences philosophiques parce que les personnes dont la mentalité elle est ancrée un peu plus dans le bon, ces personnes-là ont plus de mal que les autres à imaginer que la réalité a différentes facettes et que la vérité est faite de contradictions et que les voies de la raison sont multiples. La maladie la plus répandue, c'est de penser qu'on est détenteur du bon sens et de la raison. Et ça, c'est parce que, quel que soit le système de pensée, on raisonne sur la base des phénomènes qu'on perçoit, et donc ça nous semble évident que notre interprétation des choses est juste, puisqu'elle est logique et elle est vérifiée par les mêmes phénomènes. Mais dans le cas du système de pensée du bon, cette tendance-là, elle est amplifiée. Et ça, c'est parce que dans le monde du bon, le temps et la logique fonctionnent de façon linéaire et mécanique, et ça peut mener à une certaine rigidité face à des pensées divergentes ou contradictoires. Dans la logique du bon, c'est la plus grande force qui l'emporte, qui fait autorité et qui a raison sur les autres dans une forme de fatalité liée au temps déterministe. Les personnes dont la mentalité elle est dominée par le bon, elles ont tendance à baser leur relation sur la considération, c'est-à-dire sur le statut et l'état des uns et des autres. Dans leurs interactions sociales, ces personnes-là prennent en compte avant tout le charisme et les rapports de pouvoir à travers la hiérarchie, les capitaux, la force physique, et elles valorisent les proches et les semblables comme la famille et la communauté pour leur assurer l'abondance matérielle et la sécurité. Dans le système du bon, la tolérance s'arrête quand la hiérarchie, l'action productrice d'abondance, l'ordre garantissant la sécurité et la reconnaissance du mérite apparaissent défaillants. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour du centre du discernement du bon. Alors résumons un peu. Quand on perçoit à l'échelle de la matière, on discerne des phénomènes d'entité en 3D et des phénomènes d'activité en 4D. En combinant ces deux intelligences de discernement-là, on obtient une amplitude de perception d'espace-temps à cette dimension, donc un système de pensée. Et comme ce système-là de pensée consiste dans des phénomènes à l'échelle de la matière, eh bien, il est lié à la perpétuation de l'existence incarnée et donc aux enjeux liés à l'instinct. Ça mène à la perception du bon et du mauvais, du bien et du mal, d'une hiérarchie et d'un ordre lié au rapport de force. Ça fait que les valeurs qui sont perçues à travers le centre de discernement du bon, c'est des valeurs matérialistes, c'est-à-dire que c'est les choses, mais aussi les êtres, puis ça mène à une mentalité politique conservatrice et à une spiritualité faite de représentations incarnées. Les deux étant articulés autour de l'être 3D, disposant de la puissance 4D, dont la vertu est de commander pour le bien des siens. Le temps du bon étant unidimensionnel, alors sa logique, elle est déterministe. Ça signifie qu'il n'y a qu'une voie dans le déroulement des événements. Le centre du bon mène donc à croire dans la destinée et la singularité de la raison. Mais on a vu que la raison n'a pas qu'une voie. La vérité, elle a différentes facettes. C'est bien là tout le propos de la folle théorie. Et justement, dans les 2 prochains épisodes, on va voir les 2 autres centres de discernement, les 2 autres grandes façons de penser et de percevoir, les 2 autres systèmes de pensée élémentaires. Après le bon, rendez-vous dans le prochain épisode pour la présentation du beau. À bientôt!